Alors, les différentes mémoires, ça aussi, c'est très intéressant. Ça va être intéressant quand vous avez des choses à mémoriser, à apprendre, et ça peut aussi vous aider à accompagner des enfants qui sont en train d'apprendre. Vous avez la mémoire à court terme, c'est celle qui est utilisée par votre conscience, donc c'est le préfrontal. Cette mémoire à court terme, elle est très courte dans le temps et elle ne peut enregistrer que 7 éléments, et c'est maximum. Parce que même moi, quand on fait les tests, souvent on est entre 4 et 5 éléments qu'on arrive à retenir à la fois, mais on peut aller jusqu'à 7 quand on s'entraîne. Et elle ne dure que quelques secondes à quelques minutes. Par exemple, cette mémoire de travail, elle vous permet, quelqu'un vous donne un numéro de téléphone, vous n'avez rien pour noter, vous essayez de le répéter pour qu'il reste dans votre mémoire jusqu'à ce que vous ayez réussi à trouver un papier ou votre téléphone pour le rentrer dedans. Et une fois que vous avez effectué votre travail, cette mémoire, elle est évacuée pour laisser la place à une autre mémoire de court terme pour un autre travail. C'est également une mémoire qui vous permet de retenir la question qu'on vous pose pour élaborer votre réponse. D'accord? Par exemple, ceux qui sont en cours et qui ont un examen ou une évaluation, il faut garder en mémoire la question de l'évaluateur pour organiser sa réponse. Donc voilà, c'est vraiment une mémoire qui ne sert que à travailler. Alors la plupart du temps, on nous demande d'apprendre par cœur des choses. Avec cette mémoire-là, c'est totalement inefficace, épuisant et improductif. Alors, comme on se rend compte qu'on n'a pas tout retenu, on recommence à apprendre par cœur, on recommence. Et en fait, ce qui vous aura fait réussir à mémoriser, ce n'est pas du tout l'effort conscient, c'est la répétition. Donc, vous pouvez éviter l'effort conscient et simplement répéter. Plus vous voyez les choses, et plus, en fait, le cerveau va se dire, tiens, ça fait plein de fois que je le vois, donc je vais l'enregistrer. C'est la répétition qui fonctionne, comme je le disais au départ. Plus vous répétez des choses, plus il va y avoir de connexions neurologiques pour pour ce nouvel apprentissage, et plus ça va s'enregistrer. Hein. Les neurones sont vraiment des mémoires en eux-mêmes par le renforcement du nombre de connexions, et non pas par la mémoire de travail à court terme qui n'est faite que pour travailler. Ensuite, donc l'application, je viens déjà un petit peu de le faire. Ah oui, il y a quelque chose d'important que je voulais vous dire. C'est que donc, comme elle génère un effort conscient, cette mémoire, pour se souvenir là des quelques petites choses qu'on est en train de me dire, elle peut facilement créer une surcharge mentale. Hein, quand vous avez beaucoup de choses à traiter en même temps, que vous faites plein de choses en même temps, vous devez garder donc une mémoire de travail sur la tâche numéro 1, une autre mémoire de travail sur la tâche numéro 2, etc. Et en fait, il y a un neuromythe qui voudrait dire qu'on peut être multitâche. Ce n'est pas vrai du tout. On peut switcher d'une tâche à l'autre, ça c'est vrai, mais ça va créer une surcharge mentale. Mais en fait, le cerveau, il est monotâche, c'est-à-dire que le cortex préfrontal ne peut réfléchir que sur une chose à la fois, surtout quand c'est le même canal. Par exemple, un élève ne peut pas écouter son professeur en même temps qu'il écoute son camarade d'à côté. Comme c'est exactement le même canal auditif et le fait d'écouter le langage, eh bien, le cerveau va devoir, à un moment donné, éclipser ce que dit le prof pour écouter et inversement. Donc, on ne peut pas faire deux tâches pile en même temps. Par contre, on peut switcher. C'est-à-dire, un coup, je l'écoute lui, un coup, je l'écoute lui. Un coup, je fais telle tâche, un coup, je fais telle autre. Mais alors, à ce moment-là, on perd énormément de temps parce que plutôt que d'être focalisé sur une même tâche et donc on garde en mémoire toutes les informations pour travailler rapidement, eh bien le fait de switcher d'une tâche, on est obligé ensuite, quand on revient à la première tâche, de se dire, ah mince, alors où est-ce que j'en étais? Donc on est obligé de se replonger, de recréer la mémoire de travail qui est partie, puisqu'elle a été utilisée à la tâche numéro 2. Et donc, on a vu qu'on pouvait perdre jusqu'à 50% du temps, c'est-à-dire que pour une tâche, on va mettre 2 fois plus de temps si on switch d'une tâche à l'autre que si on avait été focus de A à Z sur une seule tâche. Donc, ce qui est préconisé dans la gestion du temps, c'est de se prévoir des heures de travail sur une seule chose à la fois pendant 1 heure. Et si ce n'est pas possible parce qu'on a beaucoup de choses à gérer, pendant une demi-heure, on ne fait qu'une seule chose. Ou si c'est encore pas possible, pendant un quart d'heure, on ne fait qu'une seule chose, mais on évite de switcher comme ça en permanence et de tout faire en même temps. D'accord? Parce que tout va être multiplié par 2 et on va être complètement épuisé parce qu'on aura été en surcharge mentale et en plus, on y aura passé plus de temps. Donc, plus vous mettez votre mémoire de travail focus sur quelque chose et plus elle va être efficace.
Vous avez ensuite la mémoire épisodique qui est donc à la base ici, ce qu'on appelle le plancher du limbique et qui s'appelle l'hippocampe. Donc cette mémoire, elle est à long terme. Donc elle n'est pas du tout comme la mémoire de travail qui fonctionne que sur quelques secondes, quelques minutes. Celle-ci, elle est à long terme. Elle se trouve dans le limbique qui s'appelle l'hippocampe et elle enregistre tous vos épisodes de vie avec des souvenirs uniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mémoire qui fonctionne avec tous vos sens, c'est-à-dire vous vous souvenez de vos épisodes de vie. C'est pour ça que si à un moment donné vous sentez un parfum peut vous rappeler quelque chose que vous avez vécu quand vous aviez 4 ans. Hein, parce que cette mémoire-là, elle enregistre avec tous vos sens, pas seulement un film. Alors, ce qui accélère le fait de mémoriser, eh bien, c'est d'avoir plusieurs fois vu cette expérience dans sa vie. Par exemple, si je vis quelque chose une fois, le cerveau va garder une petite trace mnésique, c'est-à-dire une petite trace de mémorisation, mais ne va pas vraiment consolider les connexions neurologiques. S'il le voit une deuxième fois, il va se dire « Ah, tiens, il y avait une trace mnésique pour ça », donc il va renforcer un petit peu la mémoire de cet événement de vie. S'il le voit une troisième fois, alors là, il va dire, oula, ça on l'a vu 3 fois, c'est que c'est quelque chose qui a tendance à revenir. Donc, il en fait un pattern. Un pattern, c'est un système de compréhension et il va le mémoriser définitivement. C'est pour ça que quand on apprend un cours, il vaut mieux le réviser régulièrement pour que ça devienne justement une mémoire épisodique et non pas une mémoire de travail qui fonctionne à l'effort. D'accord ? Vous le révisez régulièrement. Tout ce que vous avez envie de retenir, il suffit de le répéter régulièrement. Comme je dis souvent dans les cours que j'ai avec les adolescents ou les lycéens, je leur explique, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris une fiche pour apprendre par cœur tous les prénoms des gens de votre famille ? À aucun moment, vous avez fait ça, d'accord ? Vous n'avez pas eu besoin d'apprendre par cœur les prénoms des personnes de votre famille. C'est à force de les voir, de les côtoyer, eh bien, vous finissez par connaître les prénoms sans effort. Ça s'inscrit dans votre mémoire épisodique. D'accord ? Oui, je suis d'accord. Là, je viens de voir dans le chat. En ce moment, le confinement, voilà, on relativise un peu quand même et il y a des prises de conscience, évidemment. On est amené à être moins le nez dans le guidon et on prend plus de recul et on peut analyser un petit peu plus les choses. Tout à fait. Alors ensuite, ce qui va accélérer également cette mémoire, c'est les émotions fortes. Ce sont les émotions fortes. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir dans votre mémoire épisodique toutes les secondes de votre vie, vous seriez saturé de mémoire. D'ailleurs, les hypermnésiques n'ont pas cette chance de pouvoir sélectionner les mémoires et ils se souviennent de tout. Et donc, ils sont en surcharge et c'est très difficile à vivre. Donc, vous avez en fait à côté de l'hippocampe, ici, vous avez l'amygdale, bon, elle est un peu cachée par la flèche, qui gère toutes les émotions fortes, comme les grandes joies, les tristesses, les colères, etc. Et ce n'est pas anodin qu'elle se situe juste à côté de la mémoire épisodique, c'est qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose de très fort, eh bien, ça va être un signal pour l'enregistrer dans votre mémoire de vie. Et c'est pour ça que vous vous souvenez de choses très intenses de votre vie. Donc, quand on est dans l'apprentissage de cours, eh bien, il faut le faire avec des émotions qui soient agréables, créer la surprise, des choses étonnantes. Hop, ça va marquer l'enfant. On peut faire des choses rigolotes qui surprennent, etc. En tout cas, plus vous allez créer ce genre de situation et plus l'enfant, ça va le marquer comme un épisode de vie parce que vous l'aurez fait rire sur quelque chose et il va se souvenir du cours beaucoup plus facilement. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette mémoire épisodique, elle va stocker vos souvenirs réels, mais elle va stocker vos souvenirs imaginaires. Alors, c'est-à-dire que si vous imaginez une situation de toute pièce, vous visualisez par exemple, ah, mon rêve, ce serait telle chose, et puis vous visualisez votre rêve, eh bien, ça devient un épisode de vie. Votre hippocampe, surtout si vous avez mis des belles émotions dessus, votre hippocampe, il va dire, tiens, j'ai vécu d'imaginer ça. Donc, il va l'enregistrer au même endroit que les vrais souvenirs. Ça, c'est très important à savoir ça. Donc, il est possible à un moment donné de mélanger un souvenir réel avec un souvenir imaginé.
C'est pour ça que des fois, on est obligé de confronter un peu les témoins aussi, parce que en fonction des témoins et de leur vision du monde, eh bien, des fois, ils peuvent un peu avoir transformé leurs souvenirs avec quelque chose d'imaginé, où ils ont cru voir quelque chose. Et des fois, on s'aperçoit que d'autres ont vu autre chose, etc. Et donc, des fois aussi, on peut induire de faux souvenirs. Donc ça peut être dangereux des fois dans certaines thérapies. Il y a des fois des thérapeutes qui peuvent, sans le vouloir, en posant certaines questions, on peut avoir des faux eureka, c'est-à-dire se dire, ah, mais peut-être que dans mon enfance, j'ai vécu tel problème. Et tout à coup, une supposition devient comme un vrai souvenir. Et puis après, on est persuadé de ça. Et puis en fait, ça se trouve, c'est complètement imaginé. Donc, il faut aussi faire très attention. On peut se fabriquer des faux souvenirs sans le vouloir. Donc, un souvenir aussi, à chaque fois que vous y repensez, il est transformé, il est un peu abîmé. À chaque fois que vous repensez à un événement dans votre enfance, eh bien, plus vous y pensez des fois, et puis plus vous pouvez y mettre des choses qui sont fausses. Vous pouvez croire que c'était vraiment très grave, alors qu'en fait, ce n'était pas si grave que ça. Mais à force de répéter votre souvenir, eh bien, il se renforce, il se renforce, il se renforce. Et puis, ça devient le drame de votre vie. Alors qu'en fait, ce n'était pas si dramatique, c'est le fait de l'avoir réactivé, d'avoir réimaginé des choses, d'avoir fait des interprétations dessus. Ça peut venir comme ça créer des choses douloureuses pour rien. Donc attention, parce que votre filtre du système réticulé activateur peut aussi vous faire transformer vos souvenirs en fonction de vos croyances. Donc vous pouvez croire que telle chose a été vraiment catastrophique, alors qu'en fait l'intention de la personne, peut-être, c'était pas si grave que ça. Donc on peut des fois vraiment se monter le bourrichon pour rien. Voilà, donc ça je l'ai dit. Application de ça, c'est que pour mémoriser à long terme, faites intervenir l'émotionnel. Hein, d'accord, la surprise, alors évidemment, on ne va pas faire intervenir les émotions négatives, ce serait un peu idiot. Mais voilà, créez-vous des choses attrayantes pour créer la mémoire à long terme. Faites-en une expérience de vie. On sait que le cerveau n'apprend pas dans la passivité. Donc, ce n'est pas en étant assis à ingurgiter des cours et des cours et des cours et des cours qu'on va apprendre. On ne retient que 10% de ce qu'on apprend quand on est passif. On apprend 90% de ce qu'on a expérimenté et vécu par soi-même. Donc, vraiment, tout ce que vous apprenez, il faut ensuite l'expérimenter, il faut en faire quelque chose. Sinon, vous n'allez pas le mémoriser facilement. Il y a 4 piliers à l'apprentissage. Activer l'attention de la personne, donc l'effet de surprise et l'intérêt, ça va être vraiment intéressant pour attirer l'attention. Ensuite, qu'il y ait un engagement actif de la personne, donc qu'il soit en mouvement, qu'il puisse répondre à des questions, se questionner, réfléchir, et non pas seulement juste écouter. Il va y avoir aussi un troisième pilier qui va être le retour sur erreur, c'est-à-dire permettre à la personne qui apprend, que ce soit l'enfant ou l'adulte, de tester par lui-même, quitte à faire des erreurs et à se dire, tiens, quand je fais ça, ça ne marche pas, eh bien, ça va apprendre d'autant plus facilement parce que l'erreur va être source d'apprentissage pour corriger ensuite l'action. Et la consolidation, c'est-à-dire la répétition. Les neurones créent des connexions quand ça se répète. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les choses une seule fois, il faut les répéter, les réexpérimenter une deuxième fois, etc. Une troisième fois, une quatrième fois. Et plus on le répète, plus le cerveau va se dire, tiens, c'est quelque chose d'important, donc je l'enregistre. Vous avez la mémoire sémantique à très très long terme. C'est la mémoire qui est en fait celle qui est votre compréhension du monde, qui se trouve un petit peu dans toutes les parties corticales. D'accord, vous allez avoir des mémoires visuelles, des mémoires auditives, des mémoires sensorimotrices. Enfin, vous allez avoir tout un tas de mémoires grâce à vos expériences de vie et qui vont être utiles tout le temps. Et c'est votre encyclopédie sur le monde. Par exemple, au fur et à mesure de vos expériences de vie, vous allez vous dire, tiens, le monde, il est comme ci, le monde est comme ça. Vous allez vous créer des classeurs avec tous les mots que vous aurez appris dans votre langue maternelle, peut-être dans une autre langue, etc. Et donc, vous aurez accès à ça à très long terme. Alors, comment activer cette mémoire-là? En fait, cette mémoire-là, elle part de votre mémoire épisodique dans l'hippocampe. Et pendant que vous dormez, eh bien, vous allez faire des rêves avec et ça va venir créer des compréhensions sur le monde.
C'est pour ça que vos rêves, des fois, ils mélangent un tas de choses parce que votre cerveau, il expérimente. Donc, il va dire, tiens, si je prends ça avec ça, que je mélange, qu'est-ce que ça donne? Non, pas intéressant. Tiens, ça, oui, intéressant. Et hop, ça va le stocker dans votre encyclopédie de la compréhension de vous et du monde. C'est pour ça qu'on dit que la nuit est bonne conseillère. Parce que quand vous avez une problématique, bah, en fait, vous allez travailler dessus pendant que vous dormez. Et puis, vous allez faire plein d'essais, erreurs. Et ça fonctionne 20 fois plus vite que dans la vie réelle. Vous vivez 20 fois plus d'expérience en dormant que dans la vie réelle. Et donc, c'est là que vous pouvez avoir plein de choses qui se mettent en place. Donc, il faut savoir que tous les neurones sont capables de créer de la mémoire. Donc, on aime bien que la mémoire est à tel endroit, telle mémoire à tel autre, etc. C'est un petit peu vrai. Mais globalement, comme je disais tout à l'heure, dès que des neurones multiplient les connexions neurologiques, eh bien, en fait, ce neurone est en train de créer une mémoire. D'accord? C'est pour ça qu'après, vous avez des fonctionnements un peu automatiques, mémorisés, qui se mettent en place. Parce qu'en fait, tout votre cerveau est capable de mémoriser un tas d'expériences. Donc, il est préférable d'apprendre avant de se coucher parce que pendant la nuit, vous allez réviser vos cours ou réviser ce que vous avez envie de mémoriser. Par exemple, si vous avez besoin de restituer, je ne sais pas, un discours, de préparer une réunion, vous la préparez avant de vous coucher et vous allez comme ça dormir dessus. Ça va être nettement plus efficace. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez 20 fois plus vite à travailler ces notions-là pendant que vous dormez. Pour ceux qui ont des examens, à ce moment-là, c'est bien de prévoir un programme de révision avec des intervalles réguliers pour réviser au moins 3 fois chaque chapitre que vous aurez vu et qui sera nécessaire pour votre examen final. Une fois que vous l'avez au moins vu 3 fois, ça crée un pattern. Si vous pouvez le voir plus que 3 fois, c'est encore mieux. Vous aurez des connexions neuronales encore plus denses. La mémoire procédurale, bon, je vais aller très vite dessus, hein, elle est au niveau du cervelet. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est tous les mouvements automatiques que vous aurez appris. Par exemple, si vous apprenez un instrument de musique, au départ, vous jouez consciemment, etc. Puis à un moment donné, par exemple, si c'est du piano, bah, vous avez les doigts qui bougent tout seuls, vous ne savez même plus ce que vous faites, vous vous souvenez juste des mouvements. Et c'est pareil pour tout. La conduite, au départ, vous réfléchissez, puis après, vous faites les mouvements, vous ne vous rendez même plus compte que vous avez passé les vitesses, ça s'est fait tout seul. Donc ça, c'est une mémoire qui est définitivement acquise, comme on dit, hein, quand on a appris à faire du vélo, même si pendant 40 ans on n'a pas fait de vélo, on reprend du vélo, on sait en faire. C'est définitivement acquis, c'est vraiment à très long terme. Alors à quoi peut nous servir cette mémoire? C'est que plus vous êtes dans le mouvement avec le cervelet, et plus en fait votre cerveau est mobilisé dans ce que vous êtes en train d'apprendre, et ça va activer la mémoire parce que le cervelet, comme c'est une partie archaïque, bah, si vous la stimulez, par exemple, si vous révisez en marchant, c'est mieux que de réviser en étant assis. Vous pouvez, par exemple, bah, vous promener et puis partir avec vos fiches ou vos cartes mentales de révision, par exemple. Il y en a qui aiment bien mimer certaines choses. Le fait de mimer également, ça va être intéressant. En tout cas, l'idée, c'est amusez-vous, bougez quand vous apprenez.